Tout le monde se souvient de la claque que Will Smith a mis à Chris Rock aux Oscars en 2022. Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Une claque qui a marqué les esprits et banni Will Smith des Oscars et de l'industrie du cinéma pendant un bon moment. Pendant que je faisais 2-3 recherches sur les Oscars, j'ai réalisé très vite que c'était loin d'être le seul souvenir marquant de l'histoire des Oscars. De moments controversés ou moments historiques à des retournements de situation, les Oscars nous ont en réalité souvent régalé en événements qui ont marqué l'histoire et que je vous propose de découvrir ou peut-être simplement de rafraîchir votre mémoire. Avant de commencer cette vidéo et parce que je vous donnerai l'information en fin de vidéo, je vous laisse me dire en commentaire à votre avis quel est le prix, la valeur financière d'un Oscar. Et avant d'enchaîner sur ces différents événements, laissez-moi vous faire un rapide résumé de l'histoire des Oscars. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Pourquoi? Est-ce qu'ils s'appelaient comme ça dès le départ? Eh bien, le grand événement des Oscars, on le doit, si on peut dire ça comme ça, à ce cher Louis B. Mayer, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur l'âge d'or à Hollywood. Rappelez-vous, Louis B. Mayer, le CEO des studios de production MGM à l'époque, l'un des plus gros studios de cinéma. On est dans la fin des années 20, une époque pas très heureuse pour les membres de l'industrie, acteurs, réalisateurs, techniciens, etc. puisque les producteurs de cinéma tirent les ficelles comme ils veulent et que les autres essaient de se protéger comme ils peuvent, notamment avec l'aide de syndicats qui commencent à se développer de plus en plus. Et quand il voit les syndicats débarquer, Monsieur Mayer, il est moyennement fan. Action-réaction, il décide de créer une académie qui sera un endroit où le secteur du cinéma peut se rassembler et parler des points négatifs et positifs et se faire entendre. Un concurrent direct du syndicat concrètement. La première cérémonie a lieu en mai 1929, à l'époque des films muets, et dure 15 minutes. Ah, on est très loin des cérémonies à rallonge d'aujourd'hui. Le premier lauréat de l'histoire s'appelle Emil Jannings. En tant que meilleur acteur, la cérémonie est ensuite suivie d'un banquet officiel auquel tout le gratin hollywoodien participe, environ 250 personnes. Mais les scénaristes, acteurs, réalisateurs, etc., les artistes ne se laissent pas acheter aussi facilement. Ils n'ont pas tellement confiance en cette académie qui est censée être un endroit d'écoute pour améliorer leurs conditions de travail. Pourquoi auraient-ils confiance puisqu'ils savent pertinemment que la personne qui a créé cette association n'aime pas les syndicats? C'est qu'il y a anguille sous roche. Est-ce qu'il veut vraiment défendre les intérêts des autres? On peut se permettre d'en douter. Bref, comme ils n'ont pas confiance, les autres membres de l'industrie décident donc de créer leur propre association à côté de l'académie. Une espèce de concurrent direct au concurrent direct. Vous suivez? Mayer commence à sentir le vent tourner et en 1933, l'académie qu'il a créée est à deux doigts de disparaître pour de bon. Plus de cérémonie, plus rien. Pour éviter ça, l'académie se voit obligée d'accepter de se retirer du monde du travail pour se concentrer uniquement sur les récompenses offertes aux gens. La cérémonie des Oscars ne s'est pas toujours appelée comme ça. À l'époque, elle s'appelait Academy Award of Merit. La légende raconte que son nom aurait changé lorsque Margaret Herrick, bibliothécaire de l'Académie avant de devenir directrice exécutive de l'Académie, a vu la statuette pour la première fois et aurait dit qu'elle ressemblait très fort à son oncle Oscar. Elle s'est alors mise à surnommer la statuette comme ça et le nom serait resté pour en devenir le nom officiel à partir de 1939, année à laquelle Hattie McDaniel, qui jouait Mamie dans le très célèbre film Autant n'emporte le vent, devient la première afro-américaine à gagner un Oscar. Il se lève alors de sa table constituée uniquement de noirs et est placé très loin de ses collègues blancs et se dirige sur scène pour récupérer son Oscar. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. Je vous le disais, l'Académie en a vu quelques-unes des controverses depuis sa création. Et parmi les histoires les plus dingues, il y a celle de Robert Hitch. Pour vous placer dans le contexte, nous sommes dans les années 50, Hollywood est touché de plein fouet par le macartisme. Le macartisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une politique anticommuniste menée par le sénateur Joseph McCarthy en Amérique. C'est une époque où, comme je vous le disais à nouveau dans la vidéo sur l'âge d'or, Hollywood devenait un petit peu bancal à cause de toutes les rébellions du système. Sauf que les dirigeants du pays estiment
estiment eux que c'est à cause des communistes que tout part en cacahuète. Se met alors en place à Hollywood la blacklist et commence une chasse aux sorcières dans les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, etc. pour blacklister les communistes, ou ceux qui sont amis avec les communistes, ou ceux qui refusent tout simplement de dénoncer les communistes. Qui dit blacklister dit plus de boulot, donc perte financière, donc la fin des haricots. Cette époque, la fameuse blacklist met beaucoup d'artistes au chômage. The producer said to me, there's a problem here. You have to put another name on the script. I said, why? He said, I don't know. They just told me upstairs that I can't use you anymore. That's when I really knew I was blacklisted. I had good, dear friends who I had known for some time who had become producers, directors, and they said, Cliff, you're on the list. We can't use you anymore. We went to England to make a film, and when we went over to France for what we thought would be a few weeks vacation, and our friends phoned us to Paris and said, don't come back because they'll send you to Washington to testify and you'll never work again in Hollywood anyway. If you want to get off the blacklist, you've got to give the names. I was the only blacklisted, certainly woman, to make it, to have a career again, to have the kind of career I had after the blacklist. Durant la cérémonie des Oscars de 1957, ce fameux Robert Rich gagne l'Oscar de la meilleure histoire originale, l'ancêtre de la catégorie actuelle du meilleur scénario original, pour le film The Brave One. The envelope, please. The Brave One, Robert Rich. L'Académie a été prévenue que Robert Rich ne serait pas présent ce soir-là puisqu'il est auprès de sa femme qui est en train d'accoucher à l'hôpital. C'est donc Jesse Lasky Jr., le vice-président de la branche scénariste des Oscars, qui récupère la récompense en son nom. Mr. Jesse Lasky Jr., as vice president of the Screenwriters branch of the Writers Guild, will accept the award for Mr. Rich. On behalf of Robert Rich and his beautiful story, thank you very much. Congratulations. Le lendemain, Jesse Lasky Jr. va déposer la statuette à l'Académie des Oscars pour qu'il puisse donner la récompense au vainqueur. Le lendemain à nouveau, l'Académie appelle Jesse et lui dit qu'il leur est impossible de mettre la main sur Robert Rich. En cherchant, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas inscrit sur la liste des membres de l'Académie et quand ils ont appelé les hôpitaux pour trouver sa femme, personne n'avait reçu de Madame Rich chez eux pour un accouchement. L'Académie contacte les frères King, producteurs du film, et leur demande une explication. Quelques jours plus tard, Rich se rend au bureau de l'Académie et explique qu'il a menti. Il dit que ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, il est en réalité le neveu des frères King et que comme il avait le même nom de famille que le vrai scénariste, il a joué là-dessus en espérant obtenir 2 entrées pour les Oscars. L'Académie appelle les frères Kings qui expliquent que c'est un malentendu, qu'effectivement c'est une mauvaise blague de leur neveu, qu'il est en réalité comptable et que le véritable Robert Rich se trouve en Europe. Ça devient une véritable traque pour trouver le fameux Robert Rich dont personne n'a jamais entendu parler et qui ne s'est jamais manifesté pour récupérer son Oscar. L'homme est un véritable mystère. Ça devient la folie, les médias s'emparent de l'histoire, les journaux titrent tous les jours des théories différentes et on en vient même à se demander si ce Robert Rich existe vraiment. Frank King, l'un des frères producteurs, aide même le magazine Life à faire un portrait robot de Robert Rich. Un mec d'environ 31 ans, 1m80, les cheveux raides, la raie sur le côté, le petit bouc et le nez fin, rien à faire. Personne ne trouve Robert Rich et celui-ci ne se manifestera jamais. Les Kings essayent de calmer l'histoire en expliquant que Robert Rich est un homme qui n'en a que faire de la gloire et que ça peut expliquer pourquoi il n'est jamais venu récupérer sa récompense. Les semaines et les mois passent. Plusieurs personnes tentent de se faire passer pour Robert Rich pour récupérer le Graal, mais l'Académie le garde tant qu'elle n'est pas assurée de l'identité de l'homme qu'elle cherche. Le 16 janvier 1957, 2 jours après que l'Académie ait modifié son règlement selon lequel les artistes blacklistés ne sont pas éligibles, un certain Dalton Trumbo se présente dans une émission de la CBS et déclare être le Robert Rich que tout le monde cherchait. Actually was the work of Dalton Trumbo. Reports but no confirmation until now. I pressed Frank King of the King Brothers, producers of the film, and for the first time he admitted Trumbo was the author. Then to Trumbo, and again for the first time he admitted it too. I asked if he can prove it. Oh, yes. Well, this is just one version. I think this was, March 1st, 1955. In the early stages, we called it The Boy and the Bull. I wrote it in 52.
I have 3 or 4 other versions, but they're in a box in the attic. I'll be glad to get them for you or anybody else. But there is no problem about proving authorship. The problem in Hollywood has been to admit authorship. Le scénariste très connu à l'époque explique qu'il avait été blacklisté en 1947. À cette époque, 19 noms de communistes travaillant dans le cinéma sont dénoncés à la HUAC, la Commission sur les activités anti-américaines. Les 19 noms font front commun en évoquant le premier amendement de la Constitution américaine pour se protéger, et finalement sur les 19, seuls 10 d'entre eux seront auditionnés par le FBI, les fameux 10 d'Hollywood. Aucun d'eux n'accepte de répondre aux questions du FBI qui souhaite savoir si oui ou non ils font partie du Parti communiste. Dalton Trumbo, qui fait partie des 10, est condamné à 1 an de prison et $1000 d'amende, à peu près $14 000 aujourd'hui. Le scénariste expliquera qu'à sa sortie de prison, il s'est retrouvé sans travail du jour au lendemain. Il avait fini par taper à la porte des Kings, considérés comme les rebelles du système à l'époque, pour leur demander un peu de boulot. Lui qui était un scénariste très réputé à Hollywood, qui gagnait près de $65 000 actuels par semaine, il ne gagnait plus qu'une fraction de son ancien salaire pour bien plus d'heures de travail. Pour continuer à travailler tout en restant anonyme, il avait utilisé une douzaine de pseudonymes, dont Robert Rich. En 1975, l'Académie des Oscars est venue lui remettre personnellement l'Oscar du meilleur scénario pour son film The Brave One en 1947, mais cette fois sous son véritable nom. Et bien que ce ne soit pas la traduction du titre officiel en français, le clin d'œil est quand même joli quand on sait que The Brave One peut se traduire par le courageux. En 1973, Marlon Brando reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain. The winner is Marlon Brando in The Godfather. L'acteur n'est pas présent à la cérémonie et en cas de succès avait demandé à Cecil Littlefeather, actrice mannequin et activiste américaine, de monter sur scène à sa place et de refuser le trophée en son nom, en signe de protestation contre le mauvais traitement des Amérindiens. Alors qu'on la voit sortir tout à fait normalement à l'écran, l'activiste expliquera des années plus tard qu'en sortant de scène, elle avait été escortée de force par la police et qu'elle avait été par la suite blacklistée complètement à Hollywood. Ce n'est que 50 ans plus tard que l'Académie s'excusera officiellement auprès d'elle. L'année suivante, en 1974, c'est Robert Oppel, un photographe américain homosexuel et militant pour la communauté LGBTQ, qui marquera les esprits. Alors que David Niven, acteur, est en train d'introduire Elizabeth Taylor pour remettre le prix du meilleur film, il est subitement interrompu par Robert Oppel, qui surgit nu comme un ver sur scène et entame un petit footing en faisant le signe Peace and Love avant de quitter la scène. Malgré une foule complètement estomaquée, le présentateur réussit tout de même à faire bonne figure. Isn't it? Well, ladies and gentlemen, that was almost bound to happen. But isn't it fascinating to think that probably the only laugh that man will ever get in his life is by stripping off and showing his shortcomings. Plus tard, après la cérémonie, Robert Oppel expliquera pendant la conférence de presse qu'il s'est fait passer pour un journaliste pour accéder aux coulisses et que c'était en coupant un des rideaux sur scène qu'il a pu faire son effet de surprise. Les théories feront bon train et ne tarderont pas, et si certains croient totalement à son histoire, d'autres croient plutôt à un coup monté. En effet, contrairement à Cecil Littlefeather, l'année d'avant, Robert Oppel n'avait pas été escorté en sortant de scène, et il avait même pu participer à la conférence de presse, fait assez particulier pour quelqu'un qui a perturbé le cours de la soirée. Plus encore, le producteur même de l'émission n'avait pas agi contre lui. Robert Metzler, le directeur commercial des Oscars, confirme la théorie du coup monté, en expliquant que 2 heures avant sa montée sur scène, David Niven, le présentateur, avait demandé un stylo à prêter à sa femme et qu'il avait l'air assez fier de la réplique qu'il venait d'écrire. Ce petit coup d'état sur scène aurait servi en réalité de pub pour le photographe. Malheureusement, quelques années plus tard, en 1979, alors qu'il venait d'ouvrir une galerie d'art homo-érotique, 2 cambrioleurs s'introduisent dans le studio et réclament de l'argent et de la drogue. Robert Oppel, qui dealait un petit peu à l'époque, n'avait alors rien sur lui cette nuit-là, ce qui lui coûtera malheureusement la vie. Histoire plus récente, en 2017, vous vous souvenez certainement de ce moment de gêne intense
intense quand La La Land est cité comme gagnant dans la catégorie meilleur film, alors qu'il s'agissait en réalité de Moonlight. Sorry, no. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Ce genre d'erreur est assez rare puisque le malaise est palpable si on se rate. Ce soir-là, la personne en charge de donner les enveloppes semblait un petit peu trop prise par l'émotion et s'est trompée dans l'attribution des enveloppes. Autre fait assez rare, en 1969, lors de la première cérémonie diffusée dans le monde, Katharine Hepburn et Barbra Streisand, toutes les deux nominées dans la catégorie meilleure actrice, obtiennent toutes les deux 3030 votes précisément chacune. The winner, it's a tie. The winners are Katharine Hepburn in Lion in the Winter and Barbra Streisand. Un score ex-aequo tout à fait exceptionnel qui n'était encore jamais arrivé aux Oscars et qui leur vaut à chacune d'entre elles un Oscar. Un système de vote qui a bien évolué depuis les années, mais qui concrètement fonctionne aujourd'hui de façon assez simple. L'Académie des Oscars est constituée à peu près de 10 000 électeurs au total. Ces électeurs ont tous une spécialité particulière et sont donc attribués à la branche de cinéma en rapport avec leur spécialité. Seul le prix du meilleur film, le dernier prix de la soirée, obtient le vote de tous les électeurs, toutes spécialités confondues. À l'époque, pendant les premières cérémonies, le règlement était tout à fait différent. La cérémonie n'était pas aussi prestigieuse et les noms des vainqueurs n'étaient pas une surprise, puisqu'en fait le nom des lauréats était annoncé des mois avant la cérémonie. La seule condition pour donner les noms des gagnants à l'avance, c'était que les médias devaient garder le secret. Et puis un jour, un média fait fuiter l'information. Et ce fut la fin des résultats anticipés. À partir de 1941, il est donc officiellement décidé que les noms des gagnants seraient donnés sous enveloppe durant la cérémonie. Je me permets de terminer cette vidéo sur des petites informations que je trouve fort appréciables à savoir. L'Oscar est une petite statuette de 34 cm de haut, que vous me voyez d'ailleurs notamment tenir fièrement sur cette photo en souvenir de mon passage au studio de la Paramount à Los Angeles. Ici c'est l'Oscar des meilleurs effets spéciaux pour le film La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Un Oscar pèse 3,8 kg et est composé de bronze massif recouvert d'une légère couche d'or 24 carats assurée à vie. Ouais, vous avez bien entendu. L'usine qui s'occupe de la création de ces statuettes est tellement certaine de la qualité de son or qu'elle offre une assurance à vie pour cette fameuse couche. Spoiler alerte, l'histoire raconte qu'ils n'ont jamais eu besoin d'avoir recours à l'assurance. La statuette représente un chevalier qui se tient sur une bobine de film. Tous les lauréats signent un contrat avec l'Académie leur interdisant de vendre leurs trophées. Et si cette règle existe, ce n'est pas pour rien. À l'époque, rien n'était mentionné à ce sujet. Et si on ne connaît pas la réelle valeur d'un Oscar, certains ont parfois été revendus pour des prix assez conséquents. On notera par exemple la statuette du meilleur scénario du film Citizen Kane qui a été revendue pour 588 455 $. Ou encore en 1992, Harold Russell qui a vendu son Oscar du meilleur acteur dans le film de 1944 pour les plus belles années de notre vie pour 60 500 $ pour payer les frais médicaux de sa femme malade. Ou bien Michael Jackson en 1999 qui a payé 1 500 000 pour l'Oscar du meilleur film du film Autant en emporte le vent. Une habitude que l'Académie des Oscars n'apprécie pas et a décidé de révoquer. La valeur de la statuette est alors jugée officiellement par un juge à 1 $. L'Académie instaure une nouvelle réglementation. Les lauréats signent un contrat avec l'Académie stipulant l'interdiction de revendre le trophée et si le lauréat souhaite toutefois le revendre, il devra alors le vendre pour la modique somme d'1 $ à l'Académie et elle seule sera décisionnaire de son destin. Cette réglementation a également pour but de minimiser un marché noir qui se créait autour des statuettes qui étaient parfois revendues à des prix exorbitants sur le marché. En jugeant officiellement sa valeur à 1 $, eh bien elle coupe de suite l'herbe sous le pied des profiteurs. C'est sur cette information que cette vidéo se termine. J'en profite pour vous rappeler de laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos à venir, d'activer la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines sorties, et puis dites-moi en commentaire quel est le film qui selon vous va gagner l'Oscar du meilleur film cette année. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là. Allez couper.